Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Apple Vision Pro? Something happened today that was completely unexpected. The Apple Vision Pro. Apple Vision Pro headset goes on sale this week in the Apple Vision Pro. $3,500 Vision Pro going on sale. The company already has 200,000 pre-orders. The Department of Transportation and Apple reminding drivers to not use the company's new Vision Pro headset while you're driving. Plusieurs personnes ont été filmées en train de l'utiliser dans des situations assez particulières, comme dans les transports, en marchant, voire même en conduisant. This is the future of computing that everyone's been promising for like the last 15 years. Tout ce bordel pour que 3 mois après, plus personne n'en parle? C'était censé être le casque qui allait lancer l'ère de l'informatique spatiale. 1000 ingénieurs ont travaillé 10 ans sur cette prouesse technologique, 15 milliards de dollars ont été investis. Et tout le monde s'en fout. La raison est simple. Les consommateurs se moquent de la technique. Ce qui les intéresse, c'est l'usage. Si un produit n'améliore pas directement leur quotidien, ils s'en détournent. Surtout si ça coûte 3500 $. Le Vision Pro coûte 7 fois plus cher que son concurrent principal. Et il les vaut pas. Il n'a pas remplacé mon ordinateur, il n'a pas remplacé ma télé, je l'emporte même pas avec moi en déplacement. La plupart du temps, il le passe sur une étagère. C'est rare que j'ai un avis aussi tranché sur les choses, mais il n'y a pas une personne au monde à qui je le recommande. Pas une. Parce que le Vision Pro ne règle aucun problème. Sauf pour Apple. En fait, Apple fait un très gros pari en sortant ce produit. Un pari qui est au cœur de sa stratégie pour les 20 prochaines années et qui leur permettra d'exister dans un secteur d'avenir ou d'y mourir. Cette vidéo est en collaboration avec Infomaniac. Infomaniac, c'est la meilleure alternative gratuite aux géants du web. Leur constat est simple. Quand vous utilisez une messagerie, comme Gmail par exemple, vous utilisez un service américain qui commercialise vos données personnelles. Le problème, c'est que c'est le cas pour la majorité des services de cloud qu'on utilise. Et Infomaniac veut que ça change. Alors ils ont développé des alternatives plus éthiques et qui respectent votre vie privée. Ils ont un service de mail, de drive, de chat, de vidéoconférence, d'envoi de fichiers. Tout ce dont vous avez besoin pour travailler en collaboration. Chez eux, tout est suisse. L'entreprise appartient exclusivement à une partie de ses employés qui travaillent tous en Suisse et même leurs centres de données sont en Suisse. Leurs serveurs utilisent 100% d'énergie renouvelable et ils sont régulièrement récompensés pour leur efficience énergétique qui ne nécessite aucune climatisation et l'intégralité de la chaleur générée par les serveurs dans leur nouveau data center est réutilisée pour chauffer des logements. Leurs services sont gratuits à vie mais ils n'analysent ou ne revendent aucune donnée. Leur modèle économique repose sur les versions payantes si vous voulez plus de stockage par exemple. La mission d'Infomaniac depuis 30 ans est de créer un cloud éthique en Europe qui ne fait aucun compromis sur l'écologie et le respect de la vie privée. Si comme 1 million d'utilisateurs vous voulez rejoindre leur démarche, vous pouvez créer une adresse mail avec un drive de 15 Go de stockage pour stocker vos photos et vos fichiers gratuitement à vie avec le lien en description. Merci à Infomaniac de soutenir cette vidéo. Les nouvelles technologies coûtent cher. En 97, Philips vendait le premier écran plat pour 20 000 $. 10 ans plus tard, on était dans les 1500 et aujourd'hui on voit une télé 50 pouces chez tout le monde parce que ça coûte moins de 500 €. Le prix d'une télévision a diminué de 80% entre 2012 et 2017 parce que l'optimisation des processus de fabrication a permis l'augmentation des volumes de production qui les a rendus à la fois meilleurs et plus accessibles. L'accès à l'innovation, ça prend du temps. S'attendre à ce qu'une nouvelle technologie soit pas chère, c'est comme demander à un bébé de faire un backflip. Il y arrivera peut-être dans 20 ans, mais pour le moment, il va déjà apprendre à marcher. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous rappeler que le Vision Pro fait partie des nouvelles technologies. Alright guys, so I finally tried Apple's Vision Pro. I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like 7 times less expensive. But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. La raison pour laquelle Zuckerberg dit que le MetaQuest est un meilleur produit, c'est pour qu'on les compare. Alors on va le faire. Le Vision Pro filme votre environnement avec 12 caméras positionnées à l'extérieur. Et il l'affiche à l'intérieur du casque pour remplacer votre vision naturelle. Bon, vous avez conscience que vous regardez à travers des caméras parce qu'il y a du grain, ça manque de couleur et c'est honnêtement pas agréable à regarder. Mais cette vision est parfaitement fonctionnelle. Et c'est une prouesse technique. Pour y parvenir, le système capture les images, les optimise pour corriger les distorsions, il superpose les fenêtres virtuelles, les envoie aux écrans qui les projettent avec un léger décalage sur chaque œil pour la perception des profondeurs, le tout en 12 millisecondes. Je pense que c'est le meilleur relais vidéo jamais livré sur un appareil grand public. En comparaison, voici ce que vous voyez à travers les 6 caméras du Quest 3 et 2 fois plus de latence. Observez ces distorsions. C'est déjà horrible à regarder sur un écran, imaginez quand ça remplace votre vision naturelle. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est inutilisable. C'est presque devenu impopulaire de le dire, mais il y a un monde technique entre ces deux produits. Rien que les écrans du Vision Pro valent plus cher que le prix de vente du Quest 3. Zuckerberg les compare parce qu'il sait qu'il gagne à la comparaison quand même. Parce que même si le Vision Pro est techniquement un meilleur produit sur tous les aspects, personne n'a besoin de la technologie qu'il y a dedans. Personne n'a besoin d'un casque en aluminium avec 6 microphones, 12 caméras, 12 millisecondes de latence et un écran à l'extérieur. Et c'est l'accumulation de ces caprices qui coûte 3500 $. Apple aurait pu faire baisser ce tarif en faisant des compromis sur les écrans, sur les processeurs, le nombre de capteurs et l'écran externe, mais ils l'ont pas fait. Pour 2 raisons.
En positionnant le Vision Pro à des standards aussi élevés, ils savent que chaque fois qu'un casque de réalité virtuelle sera présenté, il sera comparé à celui d'Apple. Ils vont asphyxier la concurrence qui va devoir répondre à des exigences surréalistes tout en essayant de gagner de l'argent. Ce que Meta ne parvient déjà pas à faire, car ils vendent le Quest 3 à perte. Meta se sert du Quest comme d'un tremplin vers un monde virtuel. Leur objectif, c'est de mettre un casque sur la tête d'un maximum de gens pour démocratiser la réalité virtuelle et y asseoir leur dominance, dans l'espoir que le métaverse devienne une plateforme publicitaire encore plus importante que ne l'a été Facebook. Leur modèle économique, ce n'est pas la vente de casques, c'est l'espoir de dominer le marché. Et suite à la sortie du Vision Pro, Meta a annoncé l'ouverture de son logiciel à d'autres marques qui veulent créer leur propre casque avec l'écosystème de Meta. La stratégie de Meta, c'est de devenir le Microsoft de la réalité virtuelle. Apple sait qu'ils ne vont pas vendre un casque à 3 500 $ à des millions de gens, mais que le Vision Pro se vende ou non, ils mettent déjà une pression énorme sur leurs concurrents directs. Et ce n'est que la première version. Si dans plusieurs années, ils sortent un Vision à 1 500 $, je crois que ce sera une concurrence beaucoup plus sérieuse. Et que ce sera un prix devenu acceptable pour beaucoup de gens parce que c'est la meilleure machine de divertissement qui soit. À terme, le Vision ne pourra pas être un marché aussi important que l'iPhone. C'est pas l'objectif. Mais il pourrait être aussi important que l'Apple Watch. Ce serait un objet de divertissement et d'expérience qui vendra beaucoup d'abonnements au service vidéo d'Apple. Pour regarder des films en 3D comme au cinéma, des vidéos immersives, du sport comme si vous étiez sur le terrain, des concerts, peut-être faire du gaming dans le futur. Ce sera un investissement viable parce que des gens mettent déjà ce prix dans une télé. La deuxième raison pour laquelle Apple n'a fait aucune concession sur le Vision Pro, c'est que si personne n'a besoin de toute la technologie contenue à l'intérieur, elle est vitale pour Apple, pour développer l'informatique ambiante. Le concept, c'est d'intégrer la technologie dans notre environnement quotidien de la manière la plus transparente possible, en rendant les ordinateurs omniprésents, mais pas intrusifs. Par exemple, Google a présenté un concept de lunettes qui permettrait d'afficher en direct des sous-titres quand quelqu'un vous parle. Vous pourriez avoir une conversation fluide avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, tout en la regardant dans les yeux, plutôt qu'en étant figé sur votre téléphone avec Google Traduction. La technologie est omniprésente et pourtant elle passe au second plan. Elle s'efface presque derrière l'interaction humaine. Ok, là on parle que de texte, mais vous pourriez voir des interfaces plus complètes dans votre vision naturelle. Des flèches qui s'affichent dans la rue pour vous guider dans votre trajet, des données de santé pendant que vous courez, des meubles à taille réelle pour visualiser comment ils rentrent chez vous, le contexte historique de monuments que vous admirez, une reproduction 3D d'un appareil que vous devez réparer, un minuteur qui s'écoule au-dessus d'une casserole. Le potentiel dépasse les limites de mon imagination. Maintenant qu'on a le concept, comment on fait ça? Comment on projette des éléments virtuels dans notre monde physique? Google a essayé. En 2013, ils ont sorti les Glass, avec un mini-projecteur qui envoyait des images vers un prisme, les redirigeant vers la rétine. Vous pouviez voir dans le coin supérieur droit un carré avec vos notifications, des rappels ou Google Maps. Le problème, c'est que vous ressembliez à ça. C'est ridicule aujourd'hui, alors imaginez en 2013. Le deuxième problème, c'est que vous passiez votre temps à toucher les lunettes pour naviguer dans l'interface, à leur parler pour effectuer des actions, et à regarder dans le coin pour voir ce que vous faisiez. Personne n'a envie de ça parce que c'est pas naturel. C'est là tout le défi de l'informatique ambiante. Intégrer des éléments virtuels dans votre vision naturelle sans que ça perturbe votre vision du monde. C'est tellement ancré en elle que personne n'acceptera de compromis. Il faut que l'affichage soit parfaitement transparent, qu'il soit pas trop intrusif, que la navigation soit naturelle, que le matériel soit léger, fin, esthétique, avec une grande autonomie, tout en étant assez puissant pour être utile. La technologie surpassant ce cocktail d'obstacles physiques n'existe pas. Et Apple pense qu'elle ne peut exister sans passer d'abord par un casque de réalité mixte. Avec l'objectif d'augmenter notre vision naturelle en tête, les caprices faits dans le Vision Pro n'en sont plus. Oui, on a besoin d'écrans à 700 $, habituellement utilisés dans les viseurs électroniques d'appareils photo haut de gamme pour avoir une densité de pixels très élevée sur une surface minuscule. Oui, on a besoin de 12 caméras et du traitement logiciel qui permettent un relais vidéo sans déformation. Oui, on a besoin d'un écran externe qui imite notre regard pour les personnes qui nous entourent, même si en l'occurrence il est raté. Tout ce qui semblait superflu devient nécessaire. Dans le Vision Pro, il y a pas mal d'ingrédients qui répondent aux problèmes de l'informatique ambiante. Le meilleur exemple, c'est le suivi du regard, qui agit comme une souris, et le suivi des mains, qui permet de cliquer sans avoir à entrer en contact physique avec l'appareil, sans même avoir à lever la main. Dans le Vision Pro, il y a quelques aperçus dans l'informatique ambiante. Quand vous recevez une notification, quand vous ouvrez votre Mac et qu'il vous propose d'agrandir son écran, quand vous faites apparaître une Formule 1 dans votre salon. C'est pas grand chose, mais ça fait partie des premiers cas d'informatique ambiante, grand public. Et c'est précisément la raison pour laquelle il s'en fout. Apple a conçu le Vision Pro pour être une technologie de demain, mais à l'usage, c'est juste un casque de réalité virtuelle trop ambitieux, au point où ça en devient risible de l'acheter. C'est une plateforme de développement à ciel ouvert, ce qu'Apple n'a pas l'habitude de faire, mais en l'occurrence, ce sont quasiment les seuls à le pouvoir. Meta a fait beaucoup pour la réalité mixte, mais leur modèle économique visant à vendre un maximum leur demande de faire des compromis techniques trop importants pour continuer à être celui qui a un coup d'avance. Apple a des centaines de milliards de dollars de liquidités, alors 15 milliards c'est un gros pari, mais ils peuvent prendre le risque de faire un casque qui ne se vend pas s'il leur permet de construire leur vision de l'avenir. Apple pense que des lunettes pourraient compléter l'iPhone, en déplaçant ses principales fonctions vers le champ de vision de l'utilisateur. Le Vision Pro n'est pas une technologie d'aujourd'hui, c'est une démonstration de ce qui sera peut-être possible demain et qui ne peut exister sans elle. C'est avec elle que naîtra l'espoir d'y parvenir ou qu'il mourra. Merci à tous, merci Infomaniac, c'était Léo Duff.